Libye, le pouvoir du colonel Kadhafi sur le point de tomber à Tripoli. Les rebelles contrôlent 80% de la capitale. New York peut-être vers un non-lieu dans l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Le procureur Saïd Vance pourrait le signifier à la femme de chambre Nafissatou Diallo. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. D'abord, un mot sur les bienfaits de la coopération espagnole. Elle a offert des équipements modernes à la population de Djonik dans la région du Saloum. C'est pour un meilleur accès au réseau Internet, ce dont est intervenu lors d'une des étapes de la caravane du développement local. Reportage Maman Moussani. Des jeux de maillots, des ballons, des sous-vêtements, des ordinateurs, des jouets, du matériel didactique, des postes téléviseurs et bien d'autres matériels, c'est un don de la coopération espagnole. Ce matin, les populations de Djonik sont venues fêter cette coopération exemplaire. Le ministre de la décentralisation, Aliou Sow, le président de la communauté rurale de Djonik, a fait de la coopération une priorité dès son élection. C'est ainsi qu'une en Europe, chargé de la mission en Espagne, le professeur Mayacine Diagne a fait la genèse des relations entre Djonik et ses partenaires, relations qui ont abouti à des résultats positifs à tous les niveaux. Une coopération saluée par le représentant des Espagnols qui a rappelé que ces relations en sont simplement à leur début et que le meilleur est à venir. Je crois que bon, c'est un commencement. Je suis un facilitateur. Je suis, comme je le dis, je ne suis pas un orateur, je suis un technicien de la mairie. Je travaille pendant 8 ans dans une mairie, j'ai fait mes études en Espagne. Et je crois que quand je retourne, et je vais accélérer ça et pour que ça puisse se résoudre. Les chefs des 55 villages de Djonik ont remercié le président de la communauté rurale pour le respect de ses engagements. Aussi lui ont-ils renouvelé leur confiance. Dr Aliou Sow de dire toute sa fierté de diriger une communauté rurale comme celle de Djonik qui aspire à devenir une grande contrée. Dans ces projets, le ministre a demandé d'accélérer celui appelé la maison de l'enseignant. Le collège, a-t-il indiqué, devrait être construit incessamment, de même que le stade de Djonik. Les appels d'offres sont faits, les budgets votés. Dr Aliou Sow a également annoncé que d'autres partenaires de la France, de la Chine, des États-Unis se sont manifestés avant de rappeler son slogan de toujours aux populations de Djonik. Aliou Sow gagne, Djonik change. Oui, on est toujours dans le prolongement de ce chapitre, celui du développement local. De retour d'une mission en Chine, le maire de Kayar annonce un ambitieux programme, un projet de modernisation de sa localité. Massers Gueye s'adressait à des militants libéraux lors d'une manifestation de soutien. Reportage Amadou Maktar Kassé. Un accueil populaire, voilà ce que les populations de Kayar ont réservé au maire de la ville. Quelques jours après son retour d'une mission en Chine, le premier magistrat de la ville a profité de cette occasion pour réaffirmer sa ferme volonté de moderniser sa commune. Et pour cela, il est optimiste quant à l'atteinte de cet objectif, malgré les agissements de ses adversaires politiques. Quelques jours auparavant, pendant que j'étais en mission en Chine, des adversaires politiques se sont levés pour brûler des pneus, pour s'opposer à un projet d'intérêt communautaire sur Kayar, sur lequel Kayar compte, dans sa grande composante, au niveau de la jeunesse, des femmes, des jeunes, des adultes, des vieux. Tout le monde compte sur ce projet qui est la future ville de Kayar, un projet d'extension de Kayar, où il y aura toutes les infrastructures économiques, donc où il y aura des écoles, où il y aura 4 mosquées, où il y aura un centre commercial, un lycée, un stade de sport pour les gosses, une école franco-arabe, une station d'essence et une gare routière. Faisant bloc derrière leur maire pour la poursuite du projet, les populations de Kayar ont dénoncé la promiscuité dans laquelle elles vivent. Nous manquons d'espace dans nos maisons. Les terres de Kayar doivent être réaffectées aux populations qui en ont le plus besoin. On étouffe dans nos maisons parce qu'elles sont trop étroites et c'est pourquoi nous sommes pour ce projet. D'après le maire de la ville, la commune de Kayar aura sous peu de temps des infrastructures routières de qualité. Dans le cadre du programme de réhabilitation de la route Kayar km 50, il y a 3 km de voiries qui sont prévues pour Kayar. La route de Ndjokhop Guedj pour 1 km 500, route goudronnée,
et la route de Dar Salam sur 500 mètres pour désenclaver ce quartier de Dar Salam. La démonstration de force du maire et de ses alliés s'est poursuivie par une marche dans les rues de Kayar. Les populations ont ainsi réaffirmé leur attachement à leurs autorités municipales. Alors avec Oumar Diaw, nous ouvrons la page santé. Nous parlons de l'accès aux soins par la télémédecine. Devant Mobédiane Fada, le ministre des tutelles, une démonstration d'application a été faite par une société espagnole pour dire que Dakar pourrait devenir un pôle de développement en matière de télésanté dans la zone ouest africaine. Reportage donc Oumar Diaw. Quelque part dans un district sanitaire rural au sud du Sénégal, une sage-femme effectue une consultation prénatale. À l'autre bout, un gynécologue reconnaissable à son béret basque y guide et oriente. Aller vers le pôle inférieur pour qu'on voit un petit peu le sexe, c'est-à-dire un peu plus haut, un peu plus haut. Ici, c'est une consultation, c'est pas un cas de maladie, c'est un dépistage que nous faisons. Là, c'est un asthmatique du 3e âge qu'il faut prendre en charge. Et combien nous sommes de homéopathie? Je pense qu'il faut commencer un traitement antibiotique également. Cette démonstration montre les immenses possibilités d'intervention qu'offre la télémédecine. Elle est très adaptée au contexte de déficits multiples qui caractérisent le système de santé des pays en développement. La télémédecine nous offre l'occasion de combler ces déficits en personnel, de combler ces déficits en spécialistes, mais aussi de combler ces déficits en logistique et en infrastructure. GMV est une société espagnole qui a développé de nombreuses applications et solutions de télémédecine. Ses représentants ont manifesté leur volonté d'aider le Sénégal à mettre en place un réseau performant. La télémédecine permet une meilleure démocratisation de l'accès aux soins de santé. Et c'est la raison pour laquelle nous y accordons une importance capitale. Une triple liaison a pu être établie au cours de cette séance entre la Colombie, l'Espagne et le Sénégal, comme pour démontrer la multitude d'options offertes. Le Sénégal et la faculté de médecine de l'UCAD peuvent servir de locomotive à la sous-région. À partir de cette faculté, à partir des spécialités, nous pouvons rayonner aussi sur le plan numérique pour vraiment renforcer les systèmes de santé de toute la sous-région. Nous sommes de plus en plus dans des politiques où nous devons travailler à grande échelle. L'expertise locale existe, elle a cependant besoin d'être renforcée. La télémédecine apparaît comme un domaine d'avenir. Si au départ la mise en place des infrastructures exige des investissements conséquents, il ne fait aucun doute qu'à terme, on fait des économies. À présent, l'actualité à l'étranger. On en parle depuis hier. Les rebelles libyens sont à Tripoli. Les insurgés contrôlent 80% de la capitale et n'attendent que le colonel Kadhafi se rende ou alors quitte le pays. C'est un compte à rebours donc qui commence pour le guide libyen. L'arrivée des rebelles a été saluée par les populations qui crient liberté, mais le président libyen apparemment résiste avec ceux qui lui sont restés fidèles. Ce sont eux-mêmes qui livrent bataille à la rébellion en plein Tripoli. Le centre de Tripoli désormais aux mains des rebelles. Les drapeaux rouges, noirs et verts flottent, les cris de joie fusent, le régime serait sur le point de tomber. La place verte est déjà rebaptisée place des martyrs. Mais reste un symbole pour que la victoire des insurgés soit réelle. Mouammar Kadhafi lui-même. Il serait terré dans sa résidence de Tripoli. De violents combats se dérouleraient alentour. Le guide de la révolution n'a jamais voulu plier. Dans un énième message radio hier soir, il enjoignait encore ses partisans. Vous êtes tous armés à Tripoli, vous n'avez aucune excuse, il faut y aller. Les agents du colonialisme ne sont que des petits groupes. Pourtant, à travers le pays, les feux d'artifice saluent déjà sa chute et la libération. Ici, à Misrata. Là, à Benghazi où tout a commencé. Les nouvelles tombent sur un écran géant. On a parfois du mal à y croire. La chute de Tripoli pourrait être plus rapide que prévu. C'est un moment historique que nous avons attendu, c'est une consolation pour la perte de nos martyrs. Mais après, une fois Mouammar Kadhafi tombé, qui pour diriger? Le Conseil national de transition est prêt. Il appelle la population à ne pas user de vengeance ou de violence. Après des années de dictature, la liberté est parfois difficile à installer et la Libye va devoir faire ses preuves. Il est temps maintenant de créer une nouvelle Libye. Un État basé sur la liberté et non la peur, sur la démocratie et non la dictature, un État basé sur la volonté de tous et non sur les caprices de quelques-uns. Cette transition doit se faire pacifiquement.
2 fils du colonel Kadhafi ont déjà été neutralisés. Saif al-Islam, son successeur désigné, a été arrêté. Il pourrait être jugé pour crime contre l'humanité. Hier, aux 20h de la télévision publique, une présentatrice menaçait armes au poing, disant que les insurgés ne prendraient pas la chaîne publique. Donc la longue marche des rebelles aboutit dans la capitale, partie de Benghazi. Les réactions à travers le monde n'ont pas tardé. Paris, Washington, où une manifestation a salué l'arrivée des rebelles à Tripoli. Barack Obama s'est réjoui de ce qui se passe en Libye, où, paraît-il, le colonel Kadhafi négocie avec la rébellion. En Syrie, c'est par un entretien à la télévision que le président Bachar el-Assad s'est adressé à la nation et à l'étranger. Rien de nouveau dans son intervention, sinon pour dire qu'il ne va pas quitter le pouvoir. Et comme a demandé Washington, pour la première fois, il a parlé de la présence des étrangers à Damas et demande à ce que les rebelles soient repoussés en autorisant bien sûr une visite de la presse internationale. Visite encadrée au centre de Damas où plus aucun étranger ne se promène. Ici, personne n'a détruit les portraits du président syrien. Le visage de Bachar el-Assad s'affiche partout et tous chantent ses louanges. Bachar, il est super. Bachar, c'est notre président, on l'aime et on le respecte. Nous sommes dans la vieille ville de Damas, dans le souk, le marché aux épices. Tous les commerces sont ouverts, la situation est totalement calme ici au centre-ville. Tous les commerçants que nous rencontrons et tous les passants nous disent que tout va bien en Syrie. Tous disent soutenir Bachar el-Assad. Ici, il est très risqué de critiquer le régime. Bachar ne partira pas. Il est populaire. C'est une minorité qui manifeste. Ce que disent les télés étrangères, ce sont des mensonges. Ici, tout va bien. La visite se poursuit dans une église. En Syrie, les chrétiens vivent en paix et ils soutiennent encore le régime qui les protège. Très peu de chrétiens manifestent. 99% des chrétiens sont contre ces manifestations. Ils veulent que Bachar el-Assad reste au pouvoir. La grande mosquée des Omeyyades est calme. C'est ce que veulent nous montrer nos accompagnateurs, des hommes d'affaires proches du pouvoir. Toute la Syrie n'est pas en lutte. Il ne se passe rien ici. Il y a parfois de petits groupes qui manifestent, mais jamais plus de 50 personnes. Damas est sous haute surveillance des forces de l'ordre. Le président syrien vit ici, alors il est pratiquement impossible de manifester dans la capitale. Les journalistes étrangers n'ont pour l'instant jamais été autorisés à se déplacer librement dans le pays pour voir ce qu'il s'y passe.